Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite et fin du programme d'histoire littéraire lié au Moyen-Âge, puisque nous allons parler à partir de la prochaine fois de la littérature renaissante. Cependant, aujourd'hui, nous allons encore passer quelques instants sur les grands rhétoriqueurs, sur les nouvelles formes poétiques du Moyen-Âge, et nous allons prendre également quelques instants pour faire une conclusion de cet immense chapitre qui nous a occupé jusqu'à présent, et ça sera l'occasion pour nous de mettre en évidence certains des apports justement de la littérature médiévale sur l'ensemble de la littérature française. Commençons donc par les grands rhétoriqueurs. Ces derniers sont globalement attachés aux formes traditionnelles de la poésie. Ils sont très souvent liés aux grandes cours seigneuriales qui les font vivre, c'est ces cours-là qui financent leur travail, qui servent de mécènes, et c'est devant elles que les grands rhétoriqueurs vont devoir jouer de virtuosité pour impressionner et pour continuer à être payés, à être valorisés et à vivre tout simplement. Et pourtant, c'est quelque chose qui les fait profondément douter, tout simplement parce qu'ils sont confrontés à une société qui ne semble pas correspondre à leurs valeurs. D'où, souvent dans leurs textes, souvent dans leur poésie, un mélange d'effroi et d'ironie assez palpable, reflétant justement cette opposition entre une société traditionnelle dans laquelle ils vivent et le doute qu'ils peuvent avoir par rapport justement à cette société qui semble totalement inadaptée par rapport à leurs exigences et leur conception du monde occidental. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces rhétoriqueurs vont se livrer à une véritable expérimentation sonore et langagière. Ils vont systématiquement exploiter les ressources du langage, pousser jusqu'au bout les techniques d'ornementation du discours, jouer justement de virtuosité, chercher toutes les techniques de versification pour essayer justement d'aller jusque le plus loin possible, mener à son paroxysme, à sa plus pure expression, la diversité de la langue française. Ils sont ainsi à la fois des innovateurs dans le sens où ils vont affirmer leur virtuosité technique dans des poèmes qui sont souvent assez amples, surchargés, où on trouve de nombreuses métaphores, de nombreux jeux poétiques, ça peut être des acrostiches par exemple, rappelez-vous ces poèmes dont la première lettre de chaque vers constitue un mot, ça peut aussi être des palindromes, donc des poèmes qui peuvent être lus dans les deux sens indifféremment, ou des rimes équivoquées sur lesquelles on reviendra un peu plus tard, mais qui font l'objet justement de jeux de mots. Et ces occupations permettent véritablement de mettre en évidence toutes les potentialités de la langue française, à un moment où justement la langue est en train de se stabiliser, en train de trouver sa forme, non pas définitive, puisqu'on sait la langue évolue encore aujourd'hui, mais une forme qui globalement va rester stable durant quelques siècles, pendant un certain moment. La poésie des rhétoriqueurs témoigne donc d'une grande richesse, mais aussi d'une grande complexité, avec justement cette abondance d'ornements poétiques, très visibles, très voyants, à travers une versification extrêmement complexe. Le but, c'est de rechercher des rimes qui soient riches et difficiles, en particulier, comme je l'ai évoqué précédemment, la rime équivoquée, où le but, c'est justement de faire un jeu de mots d'un vers à l'autre. Ainsi, ce qu'on peut clairement établir, c'est que la poésie apparaît comme étant prometteuse. C'est une poésie riche, riche en promesses, riche en prouesses, qui impose déjà quelques formes fixes qui vont ensuite être exploitées par d'autres auteurs. On en a déjà parlé, Charles d'Orléans et François Villon, mais bien d'autres également, à l'image de Marot, dont nous reparlerons un petit peu plus tard lorsque nous aborderons la question de la Renaissance. Quelles sont ces formes donc? Ces formes nouvelles, peut-être devons-nous les nuancer un petit peu dans le sens où, effectivement, la plupart de ces formes poétiques qu'on considère comme nouvelles au XIVe et XVe siècle existaient déjà à l'époque précédente, mais elles étaient souvent moins utilisées, plutôt cantonnées, par exemple, le rondeau, dans la catégorie des musiques à danser. Donc, une relation avec la poésie qui est globalement assez restreinte. Il va falloir attendre Guillaume de Machaut pour qu'une véritable contribution à l'émergence de ce genre de poèmes et à leur succès soit mise en évidence. C'est surtout lui qui a donné des règles vigoureuses et rigoureuses à la poésie française. Né vers 1300 et mort à Reims en 1377, c'est certainement l'un des plus célèbres compositeurs et écrivains français du XIVe siècle. Il a mené une vie dans le monde laïque, au service de grands mécènes et en lien étroit avec la couronne de France. Et il a aussi mené une vie ecclésiastique en tant que chanoine de Reims. C'est donc un homme cultivé, lettré, maître des arts, qui a beaucoup marqué son siècle en termes de production artistique européenne. Parmi ces grandes productions, on retrouve les ballades. La forme la plus répandue des ballades, celle qui aura le succès
le plus immédiat et le plus durable, puisque pendant 2 siècles, la ballade va s'imposer dans la poésie médiévale, c'est celle qui va remplacer justement la chanson des Trouvères du XIIIe siècle. Elle va d'ailleurs emprunter à cette chanson pas mal de caractéristiques, puisqu'elle tire son nom du verbe latin ballare et désigne donc les chansons à danser. Guillaume de Machaut va lui donner une forme fixe qui présente un certain nombre de variations malgré tout. Il s'agit généralement d'un poème de 3 à 5 strophes de longueur variable. Le maximum pour une strophe, c'est généralement 12 vers. Le plus souvent, à la fin de ces 5 strophes, s'ajoute un envol qui est assez court et qui permet de clore la poésie. Le nombre de pieds est également assez variable puisque tous les mètres sont progressivement représentés, même si on a une préférence pour le décasyllabe. Et en règle générale, chaque strophe se termine par un refrain d'un vers. Ce refrain va faire l'objet d'une insertion de plus en plus logique, de plus en plus réfléchie et travaillée au fil des années, de manière à ce que les rimes soient reprises dans toutes les strophes dans le même ordre et que ça apporte beaucoup de mélodie à cet ensemble. Il arrive cependant que le 5e vers de chaque strophe soit raccourci, ça apporte de la dissymétrie et ça rappelle justement un petit peu le côté ballade, le côté chanson ou poème noté, c'est-à-dire tous ces poèmes qui étaient accompagnés à l'époque de musique et qui étaient chantés. Le modèle le plus fréquent de strophes sont donc le 10 sur 4 rimes ou les 8 sur 3 rimes qui forment une structure ABA, BB, CBC. À cela s'ajoute également le rondo. Le rondo, c'est une forme plus nouvelle, plus originale que la ballade, bien que des poètes comme Guillaume de Machaut et Eustache de Champs s'en servent déjà à partir du XIVe siècle. C'est surtout Charles d'Orléans qui va l'employer de manière assez fréquente. La caractéristique principale du rondo, c'est sa brièveté et l'importance du refrain, qui revient souvent à deux reprises, une fois au cours du poème sous une forme abrégée et une nouvelle fois à la fin du poème sous sa forme entière. Le modèle le plus fréquent du rondo, il est simplement basé sur une structure à 8 vers sur 2 rimes, A, B, A, A, B, A, B. Mais il est fréquent que le 2e vers du refrain ne soit pas repris à la fin, ce qui ramène finalement le rondo à 7 vers. Enfin, dernier élément, le virlet. Le virlet, c'est une forme assez délicate à analyser, puisqu'on l'appelle aussi chanson baladée. En général, chez Guillaume de Machaut, elle est représentée, composée d'une strophe qui sert de refrain en tête, puis qui est reprise entièrement à la fin, et partiellement ou en entier après chacune des 3 autres strophes. C'est un genre assez difficile à maîtriser et c'est pour ça qu'il va très tôt entrer en décadence et progressivement disparaître. Donc sa structure est assez complexe, mais ce qui fait son intérêt, c'est surtout sa versification, avec un enchevêtrement de vers qui est assez complexe. De la même manière, au cours de son évolution, le virlet va progressivement perdre cette spécificité et perdre aussi sa 3e strophe, ce qui va lui donner finalement une structure assez symétrique, refrain, strophe, refrain, strophe, refrain. Ce qui va aussi expliquer pourquoi, finalement, avec un ensemble peut-être un peu plus classique, un peu plus banal, le genre va finir par disparaître. Cependant, au-delà de ces formes assez complexes, j'en ai conscience, d'autres viennent bien évidemment s'ajouter. D'autres vont commencer leur carrière justement à cette époque-là, à partir du XIVe puis du XVe siècle. Certaines sont empruntées à la langue lyrique d'Oc, d'autres à la langue d'Oïl. Mais le trait le plus important, c'est justement, pour ce renouvellement du lyrisme, qu'on passe progressivement d'une poésie faite pour être chantée, c'était le cas notamment des manuscrits qu'on a retrouvés des chansons du XIIIe siècle, à des poèmes qui sont récités ou même lus. Donc la poésie s'impose véritablement au-delà de la chanson. Voilà en quelques mots ce qu'on pourrait dire finalement sur cette poésie, sur ses formes et sur ses grands rhétoriqueurs. L'heure est venue pour nous d'apporter une touche finale à ce chapitre et d'établir une conclusion. Que dire pour dire bien ? En effet, vous l'aurez constaté, le Moyen-Âge nous a occupé un certain temps et c'est assez difficile, assez délicat de résumer tout ce qu'on a pu voir ensemble. Toutefois, ce qu'on peut relever, ce qui convient d'être souligné, c'est qu'on est dans une situation où les genres littéraires se cherchent encore. En effet, la littérature du Moyen-Âge, la littérature en langue française qui a éclose progressivement à partir du XIe siècle, qui a connu sa période de créativité intense à partir du XIIe puis du XIIIe siècle et jusqu'au XIVe siècle, et qui va ensuite voir la Renaissance lui imprimer quelques marques particulières, cette littérature va être extrêmement riche, extrêmement diverse, extrêmement variée. En effet, durant les 5 siècles qu'ont duré le Moyen-Âge, ou le Moyen-Âge littéraire, disons, les écrivains ont façonné des modes d'écriture de manière spontanée, sans chercher de règles.
sans chercher de modèle préétabli. La plupart ont écrit spontanément et la littérature a évolué de cette manière-là. De cette manière, on constatera que tous les genres ont évolué au fil du temps. En effet, si l'on s'intéresse aux chansons de geste, elles se sont progressivement détachées de ces récits hagiographiques ou de cette glorification des grands héros mythiques de la nation pour adopter de plus en plus le genre de la chronique, des mémoires et constituer un genre assez spécifique. Donc on a eu une évolution assez intéressante de ce point de vue-là. De la même manière, si on s'intéresse aux romans, les premiers romans ou les premiers textes que l'on qualifie de romans, à l'image du roman du Chevalier de la Charrette, étaient versifiés en langue vulgaire et progressivement, on est passé à une langue qui s'écrit en prose et qui va beaucoup se développer à partir du XVe siècle. Même constat pour le théâtre. On l'a vu récemment, le théâtre a une origine religieuse, notamment liée aux cérémonies du culte, et progressivement, toute cette dimension religieuse et biblique va être écartée, débarrassée, et le contenu va s'affirmer comme un art populaire original. Enfin, pour la poésie, nous l'avons vu, la poésie est peut-être le style qui a le moins évolué, même si on part de la chanson pour arriver à quelque chose de plus en plus personnel, de plus en plus réfléchi et intime. On est encore sur quelque chose qui est très attaché à la versification et encore très loin de l'éclatement du genre qu'on aurait pu connaître beaucoup plus récemment. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que les catégories restent globalement très floues. En effet, on l'a vu, les différents auteurs ne réclament généralement pas leur paternité. En général, les écrivains n'aspirent pas à être connus, ou du moins n'aspirent pas à laisser leur nom dans la postérité, et de la même manière, ils n'ont pas eu pour ambition d'établir des étiquettes claires sur chacune de leurs œuvres. Donc on a un certain flou autour de cette terminologie, autour de ces différentes œuvres, et ce serait assez vain, assez fou même, d'essayer de créer des catégories telles qu'on en a aujourd'hui, puisque les œuvres médiévales n'entrent pas forcément dans les catégories exactes qu'on a aujourd'hui autour de la littérature. Par contre, ce qui est intéressant à relever, c'est que ces siècles ont été particulièrement actifs et prolifiques. Et justement, dans ce contexte-là, il est prudent de rester attentif à l'appellation qu'on va donner. On parle du Moyen-Âge un peu comme une période sombre, et pourtant, le Moyen-Âge, vous l'avez vu, ce sont plusieurs siècles qui se succèdent. Et c'est totalement absurde de vouloir qualifier toute cette période sous une seule appellation, un seul nom. En effet, ça reviendrait un petit peu à réduire la période qui s'étend du XVe siècle jusqu'aux années 2000, par exemple, à une seule et unique période, en termes d'appellation. Et pourtant, entre la fin du Moyen-Âge, donc la Renaissance, et l'époque contemporaine, il s'est passé énormément de choses. Donc ça n'a pas de sens de donner un seul nom et de considérer que cette période n'a connu qu'un seul développement, qu'une seule évolution, a été purement linéaire. On est donc sur une appellation qui est trompeuse, qui fait croire qu'il y a une unité, alors qu'en réalité, le Moyen-Âge, c'est une période de mutation, une période de transformation extrêmement importante où plusieurs styles se croisent, plusieurs genres se croisent, plusieurs auteurs se croisent et tout ça débouche finalement sur un foisonnement absolument extraordinaire qui empêche justement toute unification et toute simplicité. Une période de mutation donc, et c'est ça surtout qu'il faudra en retenir, le Moyen-Âge c'est une période au-delà de l'obscurantisme qu'on a souvent essayé de lui attacher, une période qui a vu le jour de bien des genres littéraires, d'une langue qui est aujourd'hui la nôtre, qui a certes encore évolué, mais qui s'est déjà imposée à cette époque-là, et qui a motivé un nombre extraordinaire d'œuvres. Enfin, pour conclure, le Moyen-Âge possède en son sein déjà le germe de la Renaissance. En effet, si on a souvent tendance à considérer la Renaissance, et on en reparlera comme le retour à la lumière, après une période particulièrement obscure, ce qui est assez intéressant, c'est de constater que finalement, la Renaissance est déjà présente en partie au Moyen-Âge. En effet, on trouve déjà les prémices de l'humanisme durant le Moyen-Âge, dans le sens où les contacts entre intellectuels d'Europe étaient déjà extrêmement étroits et vont contribuer ensuite à l'essor de l'humanisme. De la même manière, l'influence antique, grecque et latine, était déjà considérable et va gagner encore d'ampleur durant les années et les siècles qui suivront. Même constat pour l'Église décline progressivement, se fait de moins en moins présente, ce qui facilite l'expression de la pluralité, l'explosion des genres, l'explosion des auteurs et des styles. Le déclin de l'Église, qui s'opère déjà au Moyen-Âge, ne fait que
accélérer, précipiter finalement la Renaissance. Même constat pour le français s'impose au détriment du latin et va s'imposer de plus en plus jusqu'à devenir une langue noble à part entière parlée dans les cours de toute l'Europe. Enfin, les genres littéraires s'affirment progressivement, même si on a vu qu'on était encore dans une grande complexité, une grande diversité, progressivement, les genres littéraires vont prendre en importance, vont se codifier et vont s'imposer de manière durable. Donc d'une certaine manière, la Renaissance est déjà présente et n'est finalement que la conséquence du Moyen-Âge, la continuité d'une certaine manière, et à partir du moment où on enlève le masque médiéval, on arrive très rapidement justement sur cette nouvelle période qui va nous occuper dans les prochains jours. Voici donc ce que nous pouvions dire sur la matière jusqu'ici, sur la Renaissance en germe, mais surtout sur le Moyen-Âge qui nous a occupés si longtemps. À partir de la prochaine fois, comme je l'ai dit, nous allons aborder justement cette question de la Renaissance, voir quel terreau magnifique ça a été pour l'évolution de la langue française et de la littérature. Nous aborderons notamment la question de Marot, mais aussi et surtout celle de Rabelais, qui nous occupera jusqu'à la fin de l'année. D'ici là, comme d'habitude, je reste à disposition pour vos questions. Je vous souhaite une excellente semaine et à tout bientôt.